Bonjour à tous, absolument ravi de vous retrouver dans VIP pour un nouveau numéro de cette émission. Nous recevons aujourd'hui un écrivain qui a décroché le Goncourt en 2011. C'était pour l'art français de la guerre. Nous l'avions d'ailleurs reçu à cette occasion et arrive le cap fatidique du deuxième livre. C'est pour ce livre qu'il vient nous revoir dans VIP. Alexis Génie, bonjour. Bonjour. Ça va depuis le concours? Oui. Oui. J'ai récupéré. Voilà, c'est un choc dans une vie. Oui, alors bon, c'est très épuisant. Parce que une fois pas deux le concours. J'ai beaucoup circulé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré, j'ai beaucoup signé. Je suis maintenant un artiste de la signature à la chaîne. Je peux en faire une centaine de suites, sans fatigue aucune. Mais bon, c'était une belle aventure, parce que comme c'était mon premier livre, disons que j'ai fait une sorte de carrière accélérée, ce qu'on met normalement 10 ans ou 15 ans à faire. Je l'ai fait en quelques mois. Oui, alors sachant que vous avez mis quand même 5 ans à écrire L'art français de la guerre, qui était quand même un bon pavé de 800 pages. Mais quand même, le Goncourt avec vous, il était dans ce qu'il doit être, c'est-à-dire récompenser un auteur nouveau, dont c'est le premier roman. À la base, c'était ça le Goncourt. Puis au fur et à mesure, ça s'est un peu dévoyé à récompenser des auteurs confirmés. Et de temps en temps, on revient justement à l'inconnu total, qui est prof dans un établissement jésuite à Lyon, qui écrit à ses heures perdues son premier roman, et Goncourt, c'est un conte de fées d'auteur. Complètement, puis c'est vraiment... écrire, ça a toujours été un profond désir, c'est quelque chose que je fais depuis des années, ça fait 20 ans. Ça faisait 20 ans que j'envoyais régulièrement des choses aux éditeurs qui me refusaient. Ils n'avaient pas tort, je crois qu'ils faisaient leur métier là. Donc, en écrivant ce livre-là, je pensais qu'il allait être refusé aussi, puis finalement il est accepté, il est édité, il a un prix, il a un succès public. C'est magique. J'aurais une fée me serait apparue, je leur ai demandé exactement ça. Alors, il y a toujours ce virage à négocier, virage difficile du deuxième roman. Et en l'occurrence, vous n'êtes pas parti sur un roman. Élucidation, ce sont des nouvelles, 50 petites nouvelles. Je ne sais pas si c'est fou, si c'est intelligent pour vous d'être allé chercher un texte court, enfin des textes courts, 50 textes courts, alors quand vous avez connu pour une narration longue, voire très longue, très ancrée dans l'histoire aussi, très ancrée dans notre histoire de France et d'ailleurs. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Format court, plutôt autobiographique d'une manière générale, tout autre chose, un autre Alexis Génie. Oui, c'est... Comment dire? Mais c'est aussi une veine qui m'intéresse énormément, profondément. C'est quelque chose que j'ai toujours un peu fait, des petits textes courts, et même, il y a longtemps, j'étais persuadé, avec l'arrogance d'un jeune homme de 25 ans, que c'était ça la littérature. C'est tout. Le reste, c'était... Voilà. Et donc j'ai toujours gardé un goût profond pour la forme courte. Alors, j'ai appelé ça, non pas nouvelle, mais anecdote. Alors, si on peut dire qu'une nouvelle, c'est un petit texte, mais souvent dans nouvelle, on s'attend à voir une sorte de mini-roman, une petite histoire. Là, c'est pas exactement ça. En fait, c'est basé sur des micro-souvenirs qui sont infimes, qui sont à peine racontables, qui ne font pas histoire du tout. J'appelle ça anecdote parce que c'est vraiment le truc qu'on raconte, je sais pas, on est avec des amis, on raconte des choses comme ça va, ça vient, puis je me souviens de... et c'est tout. Et la question que je me pose, c'est pourquoi je me souviens de ça ? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment infimes. Mais qui sont vraiment anecdotiques. Anecdotiques, totalement. Et pourquoi dans mon cerveau, ces choses-là sont gravées, qui fait que je m'en souviens depuis 20, 30, 40, quasiment 50 ans. Pourquoi ? Et donc, la élucidation, parce que chaque texte, c'est des tout petits textes, ils font 2 pages, 3 maxi, oui. Voilà, 2-3 pages, et j'essaye de comprendre pourquoi je m'en souviens. Alors surtout que, d'ailleurs c'est un peu le postulat de départ, la plupart de nos souvenirs sont faux. On se souvient de choses, par exemple il y a un texte sur le jour où vous avez appris à nager. Vous en souvenez très bien, vous aviez 11 ans, et c'était le 11, enfin tout un rapport avec le 11, le 11 de tel mois, etc.
Et puis, quand vous vraiment vous confrontez les dates, c'est juste pas possible. Parce qu'apprendre à nager à 11 ans, c'est très tard. À cette date-là, c'était juste pas possible que vous soyez dans l'eau parce qu'on est en plein hiver. On est en novembre, voilà. On est en novembre, le 11 novembre. Donc pourquoi 11 ? Donc pourquoi 11 Voilà. Et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a des souvenirs à la fois qui vous appartiennent en propre, et puis il y a d'autres souvenirs qui sont totalement universels. On se dit, mais moi aussi, je l'ai vécu de manger de la langue et de la cervelle à la cantine, qui est le tout premier texte. Je l'ai vécu, ça. Et comme il décrit bien le toucher de la langue et le toucher de la cervelle, c'est l'universalité des souvenirs, et en même temps, ce sont les vôtres. Oui, je pense que c'est... Alors, quand je dis que les souvenirs sont faux, ça, c'est à la fois une réflexion peut-être d'écrivain, mais une réflexion aussi on va dire de biologiste. Car votre première formation. Voilà, j'ai fait de longues études de sciences, et ça, c'est quelque chose de fascinant que l'on peut aborder par la littérature ou par la neurologie, c'est-à-dire comment se font les souvenirs. Et on se rend compte que de toute façon, dans un cerveau, il n'y a pas la place pour les souvenirs avec tous leurs détails, et que le cerveau, il fait ce qu'il peut avec quelques petits détails. Il nous laisse croire que ce souvenir, on s'en souvient très bien, mais en fait, véritablement, c'est complètement reconstruit. Et même c'est reconstruit d'année en année, c'est-à-dire qu'un souvenir, on va s'en souvenir d'une certaine façon, 20 ans après, on va se souvenir d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de construction permanente des souvenirs. Les souvenirs, ce n'est pas le passé, les souvenirs, c'est des fragments de passé reconstruits au présent. Et ça me fascine énormément, et d'un point de vue littéraire et d'un point de vue scientifique. D'ailleurs, c'est drôle, quand on est à un déjeuner de famille et qu'on raconte un souvenir, il n'y en a pas un qui va le raconter de la même manière. Bien sûr. On se demande d'ailleurs si les gens ont vécu la même chose. D'un autre côté, alors, souvent dans les familles, ça tourne au drame, quand c'est comme ça, on n'a vraiment pas le même passé, enfin bon, etc. Mais ça peut être extraordinaire, parce que justement, si on confronte ça avec un peu de distance et un peu de curiosité et de bienveillance, on peut trouver ça magique, que la même chose soit comme ça vue par différents récits, et puis après on peut de proche en proche voir pourquoi on se souvient de ça. Et toujours, les souvenirs, ils sont dans un réseau d'autres souvenirs. Ça fonctionne par association. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'à partir d'un petit élément, un petit détail, on peut aller très très loin, on peut voir des choses très, très universelles ou très profondes, alors qu'au départ, c'était quasiment rien. Alors, ce que j'aime, c'est pas sur toutes les anecdotes, c'est pas sur les 50, mais sur certaines d'entre elles, vous faites un peu votre Jean de La Fontaine avec une petite morale à la fin. Et notamment la toute première, donc ça s'appelle « Cette grosse langue étalée », et qui parle donc de cette langue qu'on mangeait à la cantine. Et ça se termine une page et demie plus loin par... donc pour raconter rapidement, vous êtes adulte et vous décidez d'acheter de la cervelle et de la langue pour vous les cuisiner vous-même et retrouver les goûts d'enfance de la cantine. Et ça se termine par « Je mangeais ce jour-là cervelle et langue. Je mangeais par nostalgie des viandes que l'on ne mange plus, pour les avoir rencontrées par hasard un jour de marché. Et je sentis que la langue est bien plus ferme que la pensée. » Et là, on sort de l'assiette, là, on part ailleurs. Ouais. Et puis alors, c'est vrai que c'était... en plus, ça, c'est des choses qui me sont... D'ailleurs, dans le roman précédent, il était question de ça. C'est-à-dire que je pense que le langage contient en lui-même toute une mémoire. Et une mémoire quasiment inconsciente, puisqu'il y a des tas de mots qu'on emploie, des façons d'employer les mots, etc., qui correspondent à une vraie mémoire. Et cette mémoire-là, elle subsiste très très longtemps. Il y a des tas d'expressions dont on ne se souvient plus l'origine. Exemple, il y a un texte sur les abassons de l'église d'Auxerre. Il faut dire Auxerre quand on habite Auxerre, donc je vais le dire. Moi, j'ai découvert avec vous ce qu'étaient les abassons. Je n'en avais aucune idée, mais quand vous le décrivez, on comprend bien. C'est ce qui rabat le son des cloches pour qu'on puisse entendre le bruit des cloches dans la ville. Voilà. Et vous, une bonne partie de votre vie, vous vous êtes dit abasson, j'ai ce mot-là, c'est le premier mot dans le dictionnaire. Absolument. Mais c'est quoi un abasson? Et à Auxerre, révélation. Ça, c'est extraordinaire, parce que tout le monde a feuilleté des dictionnaires, le petit Larousse illustré, voilà, et je voyais toujours à la première page abasson, et avec un petit dessin minuscule, grand comme un timbre-poste. On voyait un abasson, c'était l'illustration, petit Larousse illustré. Mais bon, voilà, c'est le premier, et j'en avais jamais vu. Et un jour, bien plus tard, 40 ans passés, j'en vois enfin un. Et j'en vois enfin un parce que le son des cloches du gros bourdon de la cathédrale est tellement fort que ça ébranle toute la ville. Et justement, je lève la tête pour voir ça. Et je vois cet objet dont je connaissais le mot, je connaissais le nom. Mais pas la réalité. Pas la réalité.
C'est un livre sur le langage. Il y a plusieurs textes sur le langage. C'est un livre sur les livres aussi. À un moment, il y a un regroupement de petits textes courts, bien sûr, parce qu'on est avec non pas des nouvelles, comme vous dites, mais des anecdotes sur le livre. Et là encore, moi, ça m'a rattaché, on a quelques années d'écart, mais ça m'a rattaché au même souvenir. Par exemple, le fait qu'on oublie tout ce qu'on lit. Je ne sais pas vous, mais moi, qu'est-ce que je peux lire ? Mais j'ai dû oublier les 2/3 des lectures que j'ai pu faire. On se dit, mais alors, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de lire, Alexis Génie ? Alors, ça sert à provoquer du plaisir, c'est-à-dire que le moment où je lis, j'ai un plaisir immense. Voilà, j'aime lire parce que ça me fait du bien. Donc ça, c'est déjà une raison, on pourrait arrêter là. Et puis aussi, je pense qu'il y a une imprégnation. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie, mais même dans les relations humaines. Il y a des tas des choses qu'on oublie, qu'on fait avec les gens, et puis on s'en souvient plus. Des gens qu'on rencontre, qu'on a oublié, qu'on les avait rencontrés. C'est pas grave. C'est pas grave. Et dans tous les livres qu'on lit, je sais pas, dans ma vie, j'en ai lu des centaines, des milliers. Bon, j'en ai oublié énormément, mais même ceux finalement que j'ai oubliés, par masse, ils finissent par me sculpter finalement, sans que je le sache vraiment. C'est une rencontre que vous racontez dans Élucidation avec Éric de Luca, l'écrivain, et qui dit que lui, il lit pour sauver sa vie. Je crois qu'il y a de ça. Ça va loin, hein ? Mais sauver sa journée en tout cas, et donc sauver sa vie. En fait, il raconte que, Éric de Luca, il a été artisan, ouvrier, etc. Il racontait que le matin, pour sauver sa journée, il lisait un peu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu fait dans ma vie, c'est-à-dire, par exemple, de travailler, alors ça c'est quand j'étais plus jeune, de faire un travail qui était un peu prenant, mais de garder toujours un moment dans la journée pour lire quelque chose. Parce que si j'avais lu quelque chose, en effet, ça avait sauvé ma journée. Et il n'y a pas voilà, une journée où on n'a pas lu est un peu une journée perdue. Quand on lit un livre un peu autobiographique, c'est une manière un peu déguisée finalement de nous livrer, non pas votre autobiographie complète, ce sont des petits fragments. On voit tout ce qui vous intéresse, notamment, on trouve beaucoup de tableaux de grands maîtres. Alors ce qui est très très drôle, c'est que vous nous citez des tableaux et à chaque fois vous êtes dedans. Alors, par exemple, il y a un tableau de Lorenzo Lotto qui s'appelle Le Christ enfant. Eh bien, c'est vous le Christ. Vous êtes dans ce tableau-là, ou un tableau de Georges de la Tour qui s'appelle Nativité. Eh bien, le bébé qu'on voit, c'est votre portrait. Vous vous reflétez comme ça dans des tableaux, ça mérite d'être original. Ouais, alors bon, la peinture est une grande passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé, j'ai vu. Voilà, déjà, en fait, tout petit, il y avait dans la bibliothèque de mes parents des histoires de la peinture qu'ils avaient achetées un peu au maître. Et puis, donc, en fait, que j'étais le seul à regarder. Mais je sais pas, quand j'avais une dizaine d'années, je regardais autant ça que le journal de Mickey auquel j'étais abonné. Donc voilà, une sorte de culture un peu composite. Et c'est vrai que j'ai une grande fascination pour la peinture, mais la peinture finalement assez classique. Ouais, j'aime la représentation, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc du coup, il y a des tas de tableaux dans lesquels je me suis projeté, plongé. Et à un moment donné, je parle d'un tableau de Jean Van Eyck. Oui. Ce tableau... Une ville est indéfinie derrière, voilà. Pour vous c'est Lyon. Ah ouais, non mais votre ville. Alors l'idée c'est pas moi qui l'ai eue, c'était j'ai pu voir que c'était des hypothèses qui avaient été faites et ce tableau, de temps en temps, je vais au Louvre, je vais direction de Jean Van Eyck, je me plante devant, je mets les lunettes pour voir les petits détails et je peux rester un grand moment à regarder, à suivre les rues, mais en fait, je plonge complètement dans ce tableau. En fait, je viens lui rendre visite, puis après, je m'en vais. C'est votre côté contemplatif, ça. Complètement. Et puis, c'est extraordinaire de voir un tableau qui n'est pas très grand. Il est grand, je sais pas, comme une feuille A3, même pas. Et il y a un monde entier à l'intérieur. Et donc, vous êtes le Christ enfant, racontez-moi ça. Non, mais ça, c'était alors, dans le tableau de Georges de la Tour, ça, c'était une sorte de récit familial. C'est-à-dire que c'était mes parents, mes grands-parents qui trouvaient que mon profil et le profil du Christ de cette nativité, c'était la même chose. Vous, bébé. Hein, moi bébé, voilà, c'est fini maintenant. Et donc, il y avait, dans ma chambre, on avait mis cette image-là. Donc, j'avais été mis sous cette espèce de patronage. On
peut avoir des protections moins bonnes. Hein. Ah, on sent une certaine culture dans la famille. Alors c'est l'occasion aussi de nous parler de figures disparues qui vous sont chères. Hein. On a sur plusieurs textes, plutôt vers la fin, parce qu'en fait c'est très évolutif. Hein. On démarre avec l'enfant, on poursuit avec l'adolescent, on arrive à l'homme un peu plus mûr. Et il y a plusieurs textes qui sont consacrés à votre papa qui a disparu il y a déjà 20 ans. Ouais. Mais beaucoup de gens ont perdu leur papa, donc beaucoup de gens se reflètent finalement dans ce que vous pouvez écrire. On parle de mort et vous avez cette phrase, alors que moi j'ai trouvé, elle est toute simple, hein, mais alors je l'ai trouvée tellement vraie. Il disparut, mais je sens sa présence. C'est cela mourir, disparaître, mais rester. Je me suis dit voilà, ça c'est un écrivain. En 3 mots, enfin 4 mots, 5 mots, il va citer une évidence que moi je n'aurais pas su formuler. Oui, mais alors c'est vrai que bon, c'est peut-être ce livre, c'est l'autobiographie que je ne ferai pas, dans le sens où j'ai aucune envie de raconter ma vie, j'ai aucune envie de faire d'autofiction, j'ai aucune envie de faire un roman autobiographique, j'ai aucune envie de raconter. Mais c'est pourtant très à la mode l'autofiction, cher Alexis Génie. Mais vous n'êtes pas dans le moule. Mais ça me rase complètement. Et du coup, c'est aussi, je pense, comment dire, dans ce livre, il y a aussi un côté un peu abstrait, dans le sens où cette façon de prendre un petit truc et de prendre un petit élément, puis après de construire quelque chose. Mais pendant que je suis occupé à construire quelque chose d'un peu abstrait, finalement, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel peut arriver l'air de rien. C'est-à-dire, peut arriver pour moi aussi. En écrivant ces textes, beaucoup, je ne les connaissais pas avant de les écrire. C'est-à-dire que j'ai commencé à les écrire et en les écrivant, le sens que ça pouvait avoir arrivait. C'est-à-dire que chaque texte, c'est une recherche, une véritable recherche, mais pour moi-même. C'est-à-dire que beaucoup se sont écrits en s'écrivant. Et sur justement la disparition de mon père, c'est en écrivant ça que je me suis rendu compte que cette disparition m'avait profondément affecté. Alors que, bon, à l'époque où il a disparu, voilà, j'avais 35 ans, j'étais en pleine, voilà, j'avais des enfants, j'étais en pleine activité, etc. Bon, c'est passé un peu comme ça, parce que voilà, la vie continue. Et je me suis rendu compte en écrivant que l'air de rien, ça pesait très lourd. Mais je l'ai découvert en construisant ces petits objets. Et ce qui est étonnant, quand on connaît un petit peu votre parcours, parce qu'on vous a découvert au moment du Goncourt en 2011, donc comme vous avez écrit un livre entre guillemets sur la guerre, je dis bien entre guillemets, l'art français de la guerre, résultat, on est venu vous chercher pour tout un tas de choses dont vous n'êtes absolument pas spécialiste, c'est-à-dire la guerre. Et comme vous étiez prof, là vous avez arrêté, mais comme vous étiez prof à l'époque en sciences, on est venu aussi vous chercher pour avoir des avis sur le métier de prof, etc. Et là, on n'a rien, alors rien sur la guerre, ça ne m'a pas étonné, rien sur une petite anecdote comme professeur. Il n'y a rien qui est ressorti à ce niveau-là. C'est peut-être trop près de vous aussi. Oui, puis c'est vraiment des choses, voilà, des souvenirs anciens, des souvenirs, voilà, des traces. Donc c'est quelque chose qui ne correspond pas tellement à ma vie adulte, ça correspond à une vie d'enfant en fait. Alors, il y a peut-être un seul texte qui fait très, très adulte. Il y a un texte sur l'obéissance et le pouvoir, sur la faculté qu'ont certaines personnes de se faire obéir, des fois même sans rien dire, quoi. C'est quelque chose qui... Ah, ça, c'est fascinant. Moi, c'est quelque chose qui... Alors, justement, j'avais, quand j'étais tout gamin, je me souviens du moment où je me posais la question. Pourquoi on obéit? Alors, j'étais dans l'idée un peu enfantine qu'on obéit parce qu'on a peur. Voilà. Mais en fait, bon, on se rend compte que ce qui fait l'autorité de quelqu'un, c'est impalpable, c'est un petit détail, c'est presque rien qui fait que quelqu'un s'impose. Et alors, justement, quand on est prof, qu'est-ce qui fait que le prof a sa place ou pas c'est quelque chose qui est assez subtil, qui est une question de présence. En fait, il faut utiliser des termes très flous pour le dire, mais il y a une façon d'être posé là. Alors, ça n'a rien à voir. Souvent, des jeunes profs imaginent qu'il faut être à l'écoute, il faut être sympa, il faut être énergique, il faut être ci, il faut être ça. En fait, non. Il faut juste être présent avec une certaine qualité de présence, et ça diffuse et la classe se fait. Mais c'est très compliqué de le dire de façon plus précise.
Mais c'est fascinant, parce qu'entre celui qui s'impose et celui qui ne s'impose pas, quel est le détail, qu'est-ce qui fait que... Et comment on arrive à le détecter, comment on arrive à sentir ça? Parce que ça se sent. Ah ça, c'est un des grands mystères de la vie. En littérature, aujourd'hui, vous lisez qui, qui est présent justement pour vous? Alors, beaucoup de choses, parce que voilà, je lis... Non mais vraiment, votre auteur phare, s'il y en a un ou deux... Alors, justement, alors, par rapport à ça, ça sera pas étonnant. J'adore Michon et Quignard, justement, qui écrivent des petits textes assez... Alors, dans Michon, c'est très épuré, assez simple, mais alors il dit des choses, par exemple, sur la peinture, des choses merveilleuses, et puis c'est extraordinaire. Quignard, plus complexe, qui crée des sortes de livres qui sont hybrides entre l'essai, le roman, et ça me réjouit. Des chercheurs de littérature, finalement, voilà, qui cherchent une nouvelle forme, un nouveau style, tout à fait, et qui ne se contentent pas de répéter ce qu'ont fait ceux d'avant. Tout à fait. Et puis alors, moi je ne suis pas passionné par un roman qui raconterait une histoire comme ça. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'utiliser la littérature pour essayer de comprendre quelque chose. Et voilà, ces gens-là font ça. Ouais. Et Quignard, il fait ça. Il essaye de comprendre des choses, des rapports humains, du monde tel qu'il va, en utilisant toutes les ressources de la littérature, de l'érudition, de la poésie. Et lire ça, c'est un enchantement. Et, pour moi, la littérature, c'est ça. C'est pas vraiment une bonne histoire ou le récit vous voyez, le grand récit choral, familial, avec 5 générations, etc. Ça me rase, en fait. Mais voilà, c'est plus en effet de la littérature un peu... Mais alors après, bon, j'ai des goûts assez large, parce que je lis un peu tout ce qui me tombe sous la main. Mais on a dû, quand on hérite d'un titre qui peut être un peu lourd, hein, des fois le Goncourt, je suppose qu'il y a tout un tas de personnes qui sont venues vous demander des conseils. Oh là là, quelle horreur. Alors, bon, d'ailleurs, le problème, alors vous dites quoi, vous? Alors, quand on vous dit maître, venez me donner un conseil, le prochain Goncourt, c'est moi. Ce qui est terrible, c'est que, bon, on m'a envoyé des choses. Ah, des textes, carrément? Carrément. Ouais. Et c'est quoi? Qui suis-je pour discerner le talent des autres? Alors, j'ai répondu quelques fois, puis après j'ai arrêté de répondre. Mais des gens que vous connaissiez? Pas du tout. Ah oui, d'accord. Des gens qui me demandaient si... Et puis, non, mais moi j'ai aucune capacité à faire ça. Tout ce que je peux dire, alors ceux à qui j'ai répondu, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je peux juste dire mon avis de moi-même. Mais j'ai aucune compétence pour quoi que ce soit. Je suis un lecteur amateur, je suis un lecteur parce que j'aime, c'est tout. Mais je n'ai pas acquis une compétence particulière parce que non, j'ai je peux pas aider les gens. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous avez eu le Goncourt? Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même? Ah oui, j'ai appris que je pouvais bien plus écrire que je pensais. Je me suis rendu compte parce qu'avant, finalement, j'écrivais assez lentement, mais que je peux écrire bien plus de choses, bien plus abondamment. On peut être beaucoup plus libre. Donc voilà. Et puis je me suis rendu compte que finalement, dans la vie, ce que j'aimais, c'était ça. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, le Goncourt me permet de faire ça, me permet de travailler à ça. Et maintenant, c'est ce que je fais. Et ça, c'est merveilleux. C'est ce prix-là, ce prix qui est ultra symbolique en France, qui est le prix que tout le monde connaît. Et qui fait des jaloux partout. Bien sûr. Et alors, ça m'a apporté... finalement, ça m'a apporté le métier d'écrivain. Maintenant, je peux exercer. Et j'en suis ravi. Mais j'étais pas sûr avant. J'étais pas sûr que je puisse faire tout ça. J'ai écrit énormément d'articles, de choses comme ça. D'ailleurs, on peut vous lire, on va quand même le signaler, on peut vous lire dans La Vie, maintenant, voilà. parce Donc, que vous chroniquez une fois par mois. Une fois par mois, un petit texte, libre. C'est bien d'ailleurs. Comment dire? L'idée, c'était de faire un petit texte qui soit d'ordre littéraire, c'est-à-dire pas de l'actualité, pas du reportage, pas simplement quelque chose d'ordre littéraire. Et je trouve que c'est quelque chose dont on manque un peu en France, un espace justement pour des petits textes, des petites formes. Et vous choisissez vos thèmes comment pour La Vie? Vous vous dites, oh là là, attention, c'est un journal de catho, donc il faut que je fasse des thèmes catho ou pas plus que ça?
Non, alors c'est ce qui me passe un peu par la tête. Et puis aussi, on va dire, c'est quelque chose où j'essaye d'être plutôt résolument positif et plus dans l'idée d'un émerveillement. Voilà, D'accord, c'est ça. très bien. C'est l'idée d'un moment donné, voilà, il y a quelque chose que je vois, que je sens, que je vois, et puis comme ça m'émerveille ou ça me touche, j'ai envie voilà. C'est vrai que des choses plus sombres ou plus violentes, bah, c'est des choses que j'écrirais dans un roman et pas là. Pas là, pas dans Parce la vie. que C'est pas le lieu. ouais, c'est pas. Et puis l'idée de et puis l'émerveillement, c'est bien. Alors justement, on va rester sur l'émerveillement. Un moment dans Élucidation, vous parlez d'Hugo Pratt et son Corto Maltese. Vous semblez être un lecteur de bande dessinée, cher Alexis Génie. Bah oui. Donc la BD, j'en ai lu enfant comme tout le monde. Puis j'ai jamais arrêté. Voilà. Donc voilà. Ce ne sont pas que des lectures d'enfants, loin de là. Et donc et puis en plus, bon, maintenant il y a toute une bande dessinée adulte. Alors quand on dit adulte, ça ne veut pas dire que c'est olé olé, comme disait ma vieille mère, mais c'est simplement qu'il y a des problématiques adultes, une intelligence adulte, et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, enfin, la BD, c'est un médium fabuleux que j'adore. Et il y a en ce moment, ce qui se publie, il y a des choses extraordinaires qui sont du niveau de la meilleure littérature. Le Goncourt de la BD va peut-être être créé. Il faudrait, voilà. Ben voilà, je vais vous fixer une mission, Alexis Génie, il va falloir créer le Goncourt de la bande dessinée. Alors justement, en deuxième partie d'émission, on s'arrange toujours pour trouver des invités qui vont pouvoir vraiment échanger sur une passion commune. Et nous avons invité un dessinateur de bande dessinée qui va rentrer dès maintenant sur ce plateau. Il s'appelle Régis Parenteau de Noël. Et il nous rejoint. Alors, il ne nous rejoint pas les mains vides, Régis. Parce que, bonjour Régis. Il arrive avec des planches, il arrive avec des BD. Je me permets de montrer le tout dernier bébé de Régis. C'est une bande dessinée sur Catlino. Donc on est dans les guerres de Vendée, le début des guerres de Vendée. Et c'est vous qui faites le dessin, voilà, de cette bande dessinée qui nous raconte l'histoire de ce presque saint, Catlino. Voilà, on va en reparler appelé, par les gens de l'Anjou, c'était son surnom, on va dire, le saint de l'Anjou. Bon, il a été, comment dire, c'est les gens à l'époque qui sont venus le chercher. Hein, le déclencheur a été la conscription pour aller aux frontières, aller se battre aux frontières, et puis aussi le directeur qui imposait les prêtres jureurs. Donc les deux ajoutés, plus pas mal d'autres problèmes, les paysans écrasés d'impôts. En fait que cet homme assez calme, en fait, a pris la tête d'une armée. Alors, je vous présente Alexis Génie, voilà, Régis. Vous avez suivi la première partie de l'émission. Ici, s'est dit beaucoup de choses dans cette première partie. Il y a une idée particulièrement qui vous a interpellé, Régis, une phrase qu'a pu dire Alexis. À part, j'adore la BD. Hein. Voilà, oui, non, à part, j'adore la BD. Même si c'est un des auteurs qui m'a fait rêver et donné envie de faire de la BD. Mais non, par rapport à la lecture, au fait qu'une journée sans lecture, c'est une journée manquée. Moi, je souscris, je suis un grand lecteur également, pas que de BD, de littérature, de romans, de nouvelles. J'aime beaucoup le format court. Oui, voilà, le format court, je trouve ça... tous les grands écrivains sont enfin, tous, je ne sais pas, mais beaucoup de grands écrivains sont de grands novellistes aussi. Qui est une des formes réputées les plus difficiles, hein, la forme courte. Ouais, c'est assez difficile. Et enfin, des formes courtes répétées, à la limite, c'est plus facile de faire un roman de 200 pages que 50 nouvelles de 2-3 pages. Enfin, parce que à chaque fois, il faut réinventer, le rythme, le thème, et puis il faut arriver à... Parce que chaque mot compte. Recapter l'attention à chaque fois, 50 fois. Dans un grand roman, on peut faire 10 pages de digression, c'est pas grave, et on en refera 10 pages après, etc. On peut mettre plein de choses. Dans une nouvelle, un mot peut tout faire tomber. Ça peut rejoindre un peu la bande dessinée. La bande dessinée est aussi l'art de l'épure et de plutôt d'en enlever que d'ajouter. Donc j'ai été confronté à ce problème-là, à cette question-là avec Colline Dupuis, la scénariste. Et, parce que bon, dans le cas de Catlino, il s'agit d'une commande. Donc Artege m'a mis en contact avec une scénariste. la scénariste Colline Dupuis. Et donc, elle m'a soumis son scénario, mais il y aurait eu matière à faire au moins 70 pages, donc une BD très très copieuse. Et donc, ensemble, on a retravaillé un petit peu, on a été plus elliptique, et vraiment avec elle, j'ai fait des propositions par rapport au texte. Si on pouvait dire la même chose en étant avec des mots plus
il faut ciseler un peu. Alors justement, ça m'intéresse. Je vois que vous avez amené des planches. Merci beaucoup. Je vais vous en prendre une. Oui. On va en prendre une. Voilà. Moi, ça me fascine. Déjà, rien que de tenir ça dans mes mains, moi qui ne sais absolument pas dessiner, je trouve ça déjà fascinant. Expliquez-nous comment se fait le travail entre le texte et l'image. Parce que lui, ce monsieur-là, il n'a que le texte à gérer. Puis il est tout seul, il n'a pas de scénariste ou de dessinateur pour lui dire non, mais écoute, là, ça va pas, il me faut une ellipse. Voilà. Oui, comment vous gérez vos rapports entre le scénariste et vous, quoi? Alors oui, de ce côté-là, ça se rapproche plus du cinéma que de la littérature. Il sait de quoi il parle parce que monsieur a longtemps fait des storyboards. Du storyboard. Bon, cinéma, on dit cinéma du pauvre par rapport aux moyens, on va dire. Mais donc la scénariste me donne un script avec les dialogues et dans le cas de Catlino, avec beaucoup de détails sur les lieux, les actions, les costumes, enfin bon, voilà. Et alors moi, dans un premier temps, je fais une proposition une esquisse de la page au crayon, voilà. Et, je prends toutes les feuilles en fait. On a 4. Donnez-moi tout, je la soumets au fur et à mesure à la scénariste. Donc c'est validé, j'attaque en grand format. Donc à peu près 4-5 jours par page. Là, ce sont les originaux, nous sommes là, voilà, oui, les c'est ça. planches, Donc je travaille en encre de Chine, plume, pinceau, feutre, tout ce qui me tombe sous la main. Vous le savez peut-être, si vous avez lu L'Art français de la guerre, mais en fait, Alexis Génie s'intéresse beaucoup au dessin, puisque son personnage principal dans L'Art français de la guerre était aussi un grand dessinateur. Et moi, c'est ce qui m'a tellement plu, c'était toute cette partie artistique notamment. Et là, ça vous parle forcément, vous qui aimez dessiner. Puis en plus, justement, l'encre, le noir et le blanc, ces moyens qui sont très, très simples au départ. Et puis, ça donne une richesse extraordinaire. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les petites masses noires. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. J'essaie de travailler en contraste un peu, donner de la profondeur. Par exemple, on voit tout en bas, plus bas. On voit pas, les enfants en premier plan. Un petit paysage le bateau. Au trait. Le bateau, et dans le bateau, il y a quelques petites traces noires, et ça donne toute la densité, ça donne tout le premier plan. C'est-à-dire que je travaille assez en ligne claire, on va dire, mais j'aime bien aussi travailler un petit peu les noirs, et je trouve que c'est ce qui donne de la force aussi. Et ça donne un poids justement au dessin, une densité, mais à partir de pas grand-chose. Et ça, c'est un équilibre magique. Là, ne me larguez pas trop. Alors justement, on a des petites images où on vous voit travailler, on vous voit remplir ce trait. On va regarder ça ensemble et je vais vous les laisser commenter. Alors après, il y a la colorisation aussi, mais ça, c'est pas vous qui le faites en général. Il y a une coloriste qui est c'est un métier à part, coloriste. Anna, en l'occurrence, qui a travaillé sur Photoshop. Donc Anna, habitant à Barcelone, je lui ai envoyé mes planches noir et blanc. C'est bien Internet. Voilà. Sans Internet, je ne ferais pas grand-chose. Et donc voilà, donc elle a travaillé par séquence, par 4-5 pages, par séquence. C'est-à-dire que vous envoyez vos feuilles au fur et à mesure? Vous n'avez pas fini la par BD? 4-5 pages, oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, non, elle ne faisait pas tout l'album d'un seul tenant. Et donc je lui ai laissé une certaine marge de la créativité. Au départ, j'avais tendance à lui dire les premières pages, bon Anna, ce serait bien que tu colories tel élément, colorises tel élément, telle couleur et tout. Et je veux que mon Catlino il soit blond, alors qu'en fait, elle m'a dit non, ça va pas le faire. Je ne savais pas s'il était blond ou brun. Voilà. Mais donc non, il était. Oui, alors là aussi l'aspect de Catlino. Je me suis appuyé plus sur les peintures de l'époque de la Restauration, parce qu'il y a aussi des tableaux où on le voit en brun. Il est très différent des autres représentations. Donc il fallait choisir. Par exemple, le fameux tableau de la journée du 13 mars 1796, quand on vient le chercher, on voit un homme plutôt teint mat, très brun, très différent, rien à voir avec la représentation. Il existe un tableau où on le voit en majesté, en pierre, en sabre. Voilà. Mais là, il est plutôt blond, il est assez angélique. Voilà, plutôt châtain, ou plutôt cheveux clairs. Oui. Donc c'était plus par rapport à ça que je me suis inspiré. En m'inspirant, parce qu'il fallait aussi l'adapter, en faire un personnage de bande dessinée. Donc on ne peut pas reprendre un tableau, c'est impossible. Alors question, c'est une bande dessinée adulte ou enfant que vous avez faite? Ça m'intéresse. Lisible, je le souhaite, de 9 à 99. D'accord, il faut être un peu briefé sur les guerres de Vendée. Je vous laisse regarder, Alexis Génie. Mais non, il faut être un peu briefé sur les guerres de Vendée. Parce que justement, ça raconte, donc, au travers de la vie de ce personnage, vraiment les débuts de la guerre de Vendée.
Et justement, pour ceux qui ne sont pas accoutumés, qui ne connaissent pas le sujet, si la BD peut permettre d'aller chercher plus loin après. En s'attachant à des personnages, en l'occurrence voilà. Kathleen et sa femme notamment, parce qu'on oui, se projette voilà, aussi Louise, oui. chez Louise. Qu'on voit assez peu. Mais voilà. Et voilà, donc si ça peut permettre d'être une bonne introduction aussi à la guerre de Vendée, ben j'en serais. Vous avez en commun justement le goût pour l'histoire, tous les deux aussi. Il n'y a pas que le dessin, on va en reparler du dessin, mais vous avez aussi en commun le goût pour l'histoire. Peut-être pas exactement la même histoire, mais on reste quand même avec notre histoire française. Vous aviez fait une première BD, vous, sur... Ombre et lumière sous Louis XIV. Voilà, sur Louis XIV, Affaire du poison, etc. Voilà. On est dans la grande histoire de France, finalement. L'histoire, c'est... Enfin, bon, d'abord, c'est une ressource inépuisable. C'est presque des mondes parallèles. Enfin, bon, ça fait rêver. Et puis aussi, je pense que on vit un moment présent, mais ce moment présent, il dure plus que les quelques secondes dont on a conscience. Les moments présents dans lesquels on vit, ils durent des années, des dizaines d'années. C'est-à-dire que actuellement, il y a la mémoire permanente des années qui précèdent. Alors bon, dans le bouquin que j'avais écrit, j'avais travaillé là-dessus, c'est-à-dire comment quelque chose qui avait été vécu 50 ans avant continue de peser. Mais comment il n'y a pas eu de résilience, quoi. Voilà, mais quand on traverse la Vendée, on se rend compte que cette histoire est présente. Je l'ai constaté là, quand j'ai fait mes dédicaces en Vendée, il y avait un vrai écho, j'étais agréablement surpris. Quand j'ai été au point en Mauges. Mais ça a tout le côté un peu bizarre, parce que ça m'était arrivé à Saint-Malo, dans une discussion, alors c'était à propos des colonies, alors aussi on m'avait mis avec des gens qui avaient fait des choses sur le Rwanda, enfin bon voilà, donc je connaissais rien au Rwanda. Mais alors Saint-Malo, festival étonnant voyageur, magnifique festival qui a lieu à chaque fois à la Pentecôte, c'est sur le week-end de Pentecôte. Et là, donc, dans le public, quelqu'un qui prend la parole d'un air complètement remonté, et puisqu'il était question de génocide rwandais, lui, il est parti sur le génocide vendéen. Je m'en souviens parce que c'est moi qui animais la rencontre, Alexis. Vous vous souvenez? On était ensemble. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Bien sûr, je m'en souviens. Non, mais c'est vrai que d'un génocide à l'autre, ça se répondait, et les gens devaient être de Vendée, je pense. Et on sentait que la personne qui intervenait était comme si ce n'était toujours pas reconnu. Comme s'il y avait une sorte de mémoire. Comme le génocide arménien, c'est un peu du même acabit. C'était tabou pendant quand même très longtemps. C'est resté le sujet dont on ne parlait pas. Enfin, j'ai même aucun souvenir au niveau des livres d'histoire des guerres de Vendée. Ça devait pas aller tellement plus loin que 2 phrases au détour d'un programme. Mais bon, cela dit, ça change quand même pas mal depuis les années 80. Les historiens se sont bien penchés sur le sujet. Alors, il n'y a peut-être pas une reconnaissance nationale officielle. Mais le travail sur la mémoire, c'est vraiment un thème qui vous intéresse tous les deux, la mémoire. Moi, je pense que nous sommes des êtres qui vivons dans le temps. Donc voilà, la mémoire, c'est la matière dont nous sommes faits. Donc on ne peut pas se penser sans mémoire. Nous sommes la mémoire en marche qui se... Voilà, et donc nous avons chacun a des racines. Vous savez, c'est la fin de la recherche du temps perdu de Proust. À la fin, il explique qu'il a représenté des gens qui ont une drôle de forme, un drôle d'aspect un peu monstrueux, parce qu'il les a représentés dans le temps. Comme si l'instant présent, c'était qu'une coupe, en fait, dans le temps. Et donc, la coupe avait forme humaine, mais la vérité d'un être humain, c'est quelque chose d'étrange qui s'étale dans le temps. On ne peut pas vivre sans mémoire et on ne peut pas vivre, c'est ce qu'on retrouve aussi dans vos œuvres à chacun, on ne peut pas vivre sans transcendance non plus. Non plus. Qui commence? Oui. Allez, Régis, Kathleen, c'est vrai que je suis bien placé peut-être. Avec Kathleen, on est avec des grands croyants. Oui, tout à fait. Donc Kathleen, c'est vrai qu'il était reconnu pour être quelqu'un de très croyant. Donc le soulèvement, c'est une des raisons justement du fait qu'il ait accepté tout de suite d'être à la tête des paysans. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe parce que les paysans sont venus le chercher par refus d'aller se battre aux frontières, mais ils ont constitué une armée pour se battre. Et vous vous reconnaissez dans ce personnage très en lien avec Dieu, qui fait vraiment ça au nom de sa foi, lui. Oui. Alors bon, oui, il était très pieux, tout ça. Alors je ne sais pas si je me reconnais exactement sur cet aspect-là, mais par contre, sur l'aspect, alors ce qui m'a le plus touché chez lui, c'était un colporteur, donc quelqu'un d'origine très modeste. Et qui a
réussi à fédérer autour de lui. Les nobles notamment. Et oui, déjà, Les ce qui est assez, les voilà, qui lui ont passé la main en le nommant général, Ouais. sur la fin, parce qu'il a été général 3 semaines. Moi, j'ai découvert avec vous qu'il était Officiellement. colporteur. Je pensais qu'il Oui, était lui aussi voilà. d'une certaine noblesse. Donc c'était et pas aussi du son tout. avantage parce qu'il connaissait les La gens base. des villages, voilà, la base. Oui, voilà, il avait le lien, le charisme. Et la transcendance chez Alexis Génie Et- C'est une chose importante qui est, bon, que j'essaye de. Alors ça, c'est des travaux en cours. Enfin, c'est pas que j'essaie de comprendre, parce que bon, par définition, ce genre de choses, ça se comprend pas. Mais Qui vous questionne en tout cas. qui me questionne énormément, Voilà. que j'essaie d'approcher et que j'essaie de me représenter, que j'essaie finalement, en gros, ce qu'on peut en dire de façon courante ne me suffit pas, ne me convient pas. Voilà. Donc j'essaie de reconstruire un petit peu ça, parce que oui, c'est quelque chose qui est important. Et puis bon, par rapport à l'aspect justement autobiographique, Des élucidations voilà, que vous sortez chez il y Gallimard. a des choses comme ça qui, dans mon passé familial, qui sont très marquées par ça. Et en faisant ce travail un peu de retour sur le passé, voilà, il y a plein de choses autour de cette transcendance qui sont revenues. Donc voilà, ça sera pour les tomes suivants. Puis en même temps, il a été enseignant chez les Jésuites, donc Oui, ça ne oui. laisse pas totalement Bon, en même indemne. temps, voilà, oui. En même temps, voilà, je dois préciser, j'ai quand même eu une éducation plutôt catholique, oui, voilà, et donc c'est un petit peu un retour aussi pour moi sur cet aspect-là. Une manière de travailler la question aussi Voilà. via le Oui, détour voilà. de la BD. Voilà. Alors D'accord. qui me pose des questions également, parce que c'est vrai, prendre les armes, voilà, pour défendre sa foi, ça peut, on Le principe de la guerre on peut penser juste. que voilà, c'est On en fait des voilà, est-ce qu'on dissertations. peut être un saint en prenant les armes? Je n'ai pas encore la réponse là. Mais bon, cela dit, je dois reconnaître. Alors c'était un personnage aussi très de son temps, enfin de l'ancien régime. Il a des qualités chevaleresques, il a des qualités de grande mansuétude par rapport à l'ennemi. Finalement, il y avait un grand respect par rapport alors, qui était parfois réciproque, par rapport aux chefs. Je parle des chefs, les chefs, des blancs De par chef à rapport chef, au voilà, bleu. oui. Et dont on le montre un peu dans la BD, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de vous savez, fanatisme. Alexis, il dessine aussi. S'il veut bien sortir le petit carnet qu'il cache là, depuis le début de l'émission, là. Montrons un peu ce qu'il Bah fait. Posez voir. Alors, Voilà, on va vous montrer un voilà. peu ce que fait Alexis à ses heures perdues, parce que voilà. voilà, Voilà. dit-il. Alors je vais regarder. C'est quoi, c'est un autoportrait, Un ça? autoportrait au pull d'hiver. Ah oui, la douceur de remettre enfin un pull. Oui, parce Voilà, que vivement l'hiver quand même. Hein. j'ai une très belle collection de gros pulls Ah bon? et à cause du réchauffement climatique, j'ai du mal à les mettre. Vous voyez, un auteur a des vrais problèmes. Vous comprenez, Régis? Alors c'est tout un tas de casaniers. petits... Mais c'est qu'il Des dessine problèmes très bien. Mais c'est qu'il dessine très très bien. Où va-t-on si les écrivains commencent à bien dessiner là? Non, voilà, non. C'est vraiment aussi. Ça, c'est quelque chose que je me suis mis à faire, mais il n'y a pas très longtemps. Cortoroc. Pardon, discutez. C'est quelque chose qui date. J'ai toujours eu envie de le faire, et il y a une dizaine d'années, j'ai assumé de le faire. À un moment donné, j'ai assumé de m'asseoir pour le faire. Et ça me comble de joie de faire ça. C'est plus sous forme de croquis d'observation. Voilà, c'est d'observation, c'est bon, Ouais. et c'est un grand bonheur de dessiner comme ça. Puis sans aucune compétence académique, sans aucune ambition que ce soit. Enfin, c'est juste le bonheur de le faire. Mais le dessin, je trouve, c'est quelque chose de magique. Mais vous n'auriez pas envie d'un roman graphique comme on en voit? Donc on n'est pas dans la BD. Hein, c'est encore un entre-deux, Régis, Oui. le roman graphique. Oui, ça se fait beaucoup aussi, le roman graphique. Ouais, mais alors, le problème du roman graphique, c'est que je pense que mon talent de dessinateur est modeste, donc voilà, je ne peux pas envisager de faire ça. Puis il faut faire trop de dessins, c'est trop compliqué. Et puis, je crois que mon imaginaire, il est verbal. Je vous laisse regarder. Il n'est pas graphique, dans le sens où je dessine ce que je vois, ça me fait plaisir, mais après, pour inventer des choses, ça passe totalement par le verbe. Et par exemple, je suis incapable de faire un scénario. Parce qu'il faut que j'écrive. À la limite, je pourrais faire un roman, après je le transforme en scénario. Mais c'est vraiment. Oui, c'est là qu'on peut dire que le scénario est très différent de la littérature. C'est deux mondes différents. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est pas l'histoire. Oui. L'histoire, je la trouve en cours de route.
je commence à écrire. Voilà. Ça peut être le défaut de certaines bandes dessinées qui pensent qu'adapter un bon livre va faire une bonne bande dessinée. Comme de même que pour un film. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Voilà, on m'a eu parlé de faire des dessins, mais je dis pas non, je ne sais pas faire. Et le monde du storyboard que vous connaissez bien, c'est encore différent de la BD. Donc peut-être expliquer aux gens ce que c'est que le storyboard, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est le faux ami de la bande dessinée, parce que c'est vrai que c'est une succession d'images dessinées, donc on pourrait croire que c'est presque comme de la BD. Mais non. Mais non, parce que c'est destiné, déjà c'est un outil qui n'est pas destiné à être vu, et puis on parle soit cinéma, soit audiovisuel, on parle donc c'est des raccords, c'est des... C'est mettre en dessin les idées que le réalisateur a dans la tête pour son film, et ça permet déjà finalement d'avoir des images d'un film qui n'est pas fait. Plus que les idées, oui, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi c'était plutôt dans le dessin animé, donc tout un univers déjà graphique déjà posé, donc qui n'est pas le nôtre déjà, et puis de mettre les personnages en scène, les décors, enfin tous les éléments, on a les ingrédients, puis on fait sa petite cuisine, storyboarder, voilà, avec évidemment le réalisateur qui supervise tout ça. Et puis encore, j'avais fait une incursion dans le cinéma avec le film Jean de Hugues et Sandra Martin, donc là c'était encore autre chose, puisque c'était avec des acteurs, Thierry Frémont, le Prince Ringuet. Donc là, c'était faire des séances clés, donc où souvent, les budgets étant élevés, le storyboard peut aider à prévoir à peu près quel va être le coût, les moyens, les effets spéciaux. Bon, je sais pas, oui. Donc c'est autre chose. C'est intéressant de vous entendre parler. On parle de littérature, on parle de cinéma, on parle de bande dessinée, on parle de dessin animé, de storyboard. On évolue dans plusieurs univers finalement du dire et du montrer. Ouais, mais c'est assez fascinant de voir des storyboards. Bon, moi j'ai pu en voir ici ou là, ou des morceaux. Et il y a dedans, alors c'est dessiné assez rapidement. Parce qu'il faut que. Parce que justement, c'est pas un produit fini. Oui, c'est pas destiné à être. C'est pas du joli dessin. C'est pas aussi soigné qu'une BD. Voilà, oui. Mais justement, du coup, c'est un dynamisme incroyable. Et c'est vraiment intéressant à voir. C'est un dynamisme de manga, par exemple. Donc ça va très vite. Oui. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, c'est le storyboard. Bon, ce qu'on appelle le storyboard ou le découpage graphique, c'est l'étape, pas mon étape préférée, mais pas loin, parce que c'est là que les choses prennent vie. Et on commence à... J'ai le scénario sur mon petit bureau de ce que m'a donné le scénariste. Et là, je commence à voir les images. J'ai la télé dans la tête, là. Je commence à faire les images. C'est comme le moment où on construit un roman, finalement. Voilà, c'est comme le moment où on conçoit le roman. Après, il faudra l'écrire, mais c'est un petit peu le moment où on conçoit l'histoire. Moi, je l'écris d'abord et je le conçois après. En fait, j'écris ce qui est ça. Et puis après, je me dis comment je vais organiser ça, donc je l'organise, puis je réécris. Puis en fait, l'histoire a toujours du retard. Mais parce que c'est en malaxant un petit peu le verbe que les choses apparaissent. Donc c'est une pratique totalement irrationnelle et magique. Ah bah tiens, en parlant de pratique irrationnelle et magique, mais surtout irrationnelle, nous allons passer au questionnaire inattendu. Messieurs. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Restez vers moi. Alexis Génie, questionnaire inattendu, il va falloir répondre de manière totalement spontanée. Vous croisez le petit Alexis Génie là, qui croit qu'il est dans un tableau de Georges Delatour et de Lotto et de je ne sais pas qui encore. Vous le croisez, il a 6-7 ans, il est déjà en train de lire ses livres de tableaux et ses mangas et ses BD en même temps. Vous lui dites quoi? Continue petit gars, ça va être long mais tu vas y arriver. Donc vous lui donnez de l'espoir, du courage. Ouais. Que finalement, mais d'un autre côté, je ne me suis pas découragé, donc peut-être en effet, il y a eu cette apparition dont je ne me souviens plus, et que j'ai continué, parce que faire un truc pendant 20 ans sans y arriver et continuer, finalement, je trouvais ça naturel, mais les gens autour de moi ont fini par me dire que c'était bizarre. Donc peut-être, j'ai dû avoir l'apparition de moi-même qui m'a dit, vas-y, continue. Régis Parenteau de Noël, vous pourriez changer quelque chose dans votre vie, là. Vous retournez, vous pourriez changer quelque chose. Vous changeriez quoi? Oh là là, oui, c'est une question délicate. Alors, je suis très content d'avoir la possibilité de dessiner, donc ça, je ne le changerai pas. J'aimerais bien le garder. Changer quoi?
d'avoir une reconnaissance officielle, d'une reconnaissance dans mon domaine, dans la BD. C'est ça. Une reconnaissance plus appuyée. Voilà, plus appuyée, voilà. Mm. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, comme tout artiste, hein, je crois, ou toute personne qui entreprend quelque chose, on n'écrit pas pour écrire dans son coin, ni dessiner pour. Voilà, je crois que c'est juste être apprécié pour le domaine dans lequel je sais à peu près me défendre. Alexis Génie, c'est quoi l'odeur de élucidation? L'odeur. Je vous pose la même question avec le Catlino, hein. Préparez-vous, Régis. L'odeur. Alors, l'odeur d'élucidation, 50 anecdotes. L'odeur très spéciale qu'il y avait dans le grenier de mes grands-parents, une odeur de poussière, de cire, de bois, et avec des tas de cartons, et des tas de papiers et des tas de bouquins. Ok. Le Catlino, votre alors, BD. il y aura des odeurs, un peu. Alors, il y aura je ne sais pas si c'est une odeur particulière, les genêts, l'odeur des genêts, de la Vendée, qui évoque quand même la Vendée. L'odeur moins sympathique de la poudre, de la poudre du canon, tout de même. Et l'odeur de l'encens, parce qu'il y a quelque chose il y a l'aspect religieux dans les guerres de Vendée. Donc, moi, j'ai 3 odeurs là pour l'instant. Je trouve que ça colle bien avec votre bande dessinée. Oui, tout à fait. voilà. Dernière question, c'est la plus dure. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise quand vous le verrez en face à face? J'adore ce genre de questions auxquelles nous, on ne saurait absolument pas répondre, mais j'adore les poser aux autres. Chaque fois, je me dis comment ils font pour répondre à des questions pareilles. Alors, allez, Régis. Qu'est-ce que lui me dirait? Si vous voulez qu'on inverse, on inverse. C'est ce que vous lui diriez. Non. J'espère que tu penses avoir bien rempli ta vie, au mieux, et avec ce que tu aimais, et donc tu peux rentrer en paix. À la maison. Voilà, avec ce qui. Oui. Je sais pas, moi, il pourrait me dire ah, c'est toi? Bah, t'as mis le temps. Plus tard possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour la suite? Moi, évidemment, Alexis Génie et Régis Parenteau de Noël, on vous souhaite bon succès pour votre BD de Catlino, pour les élucidations, mais d'une manière, plus générale. Dans les souhaits oui, beaucoup de lecteurs. Et de continuer à travailler, à vivre de la BD. Et de vivre de la BD, voilà. Surtout, oui, c'est ma première passion. C'est ma première passion. J'aimerais pouvoir mettre un petit peu de côté. J'y reste. Voilà, j'y suis, j'y reste. Je vais essayer de creuser mon sillon. Très bien. On vous y encourage vraiment. Voilà. Oui, garder intact le bonheur d'écrire à travers le succès ou l'insuccès. Que ça ne perturbe pas cette chose-là qui fait que, pour moi, écrire est une joie profonde. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah, mais c'est joli ça. Je vous souhaite à tous les deux une joie profonde. Je vous remercie tous les deux, messieurs. Bonne continuation.